cette fille s'en prend violemment à sa mère, car elle souffre du syndrome du triple X, une maladie présente dès sa naissance. Le père n'a d'autre choix que d'enfermer la fillette dans un placard, puis d'appeler la police à l'aide. Mais même quand les policiers arrivent, ils se trouvent impuissants. Voyant qu'Annie risque de se blesser, les policiers n'ont pas le choix d'utiliser la force. Ils l'emmènent de force à l'hôpital, en lui injectant des sédatifs, pour enfin la calmer. Mais cette maladie physiologique congénitale n'a aucun traitement. Parfois, l'instant d'avant, elle se promène tranquillement dans la rue, mais l'instant d'après, elle ne peut s'empêcher de bousculer d'autres enfants. En voyant la voiture télécommandée d'un autre, elle s'élance avec colère, et l'écrase d'un coup de pied. Ces graves tendances violentes font d'Annie la personne la plus dangereuse de l'école. Pour cette raison, l'établissement lui a même assigné un surveillant. Avant d'accepter qu'elle assiste au cours, le professeur lui demande de répondre à une question. Mais elle bafouille sans pouvoir répondre. Un petit garnement à côté se moque d'elle en la traitant d'attardée. Si le surveillant n'était pas là, il y aurait certainement eu mort d'homme. Après l'école, elle est punie et doit faire face au mur pour réfléchir. Pour exprimer son mécontentement, elle fait ses besoins directement devant la porte du bureau. Tous les enseignants de l'école proposent de l'exclure. Mais le surveillant Jacques affirme qu'il a un moyen de guérir Annie. Ainsi, le lendemain, Jacques emmène Annie loin de l'école, vers une forêt déserte, en apprenant qu'il n'y a ni électricité, ni internet. Annie est très en colère. Mais Jacques, astucieux, la provoque en disant qu'elle ne supportera pas les difficultés, ce qui attise immédiatement sa combativité. Cependant, dès le premier matin, Jacques réveille Annie avec une serviette essorée. Elle réagit comme une bête sauvage enragée. Jacques la prend dans ses bras en s'excusant, ce qui apaise quelque peu les émotions d'Annie. Vivant ici, ils descendent ensemble chercher de l'eau chaque jour, coupent et fendent le bois ensemble, passant chaque minute, de la façon la plus primitive, utilisant l'épuisement physique pour soigner la frénésie, utilisant la sérénité unique de la forêt, pour purifier l'âme. Annie serre Jacques dans ses bras avec enthousiasme, disant que ce sont les meilleures vacances de sa vie. Le soir venu, Annie se glisse discrètement dans le lit de Jacques, s'allonge silencieusement dans ses bras. À l'instant où elle est enlacée, elle ressent une sérénité inconnue jusqu'alors. Mais à ce moment, Jacques sent que quelque chose cloche. Il se réveille aussitôt de son sommeil. Annie veut dormir blottie contre lui, mais Jacques sait que c'est inapproprié. Ses nombreux jours en tête-à-tête semblent avoir éveillé chez Annie une certaine dépendance. Le lendemain, Jacques met précipitamment fin à leur séjour en forêt. Il conduit jusqu'au crépuscule, avant de revenir devant l'école. Mais Annie devient alors exceptionnellement récalcitrante. En réalité, ce qu'elle refuse, ce n'est pas l'école, mais de se séparer de Jacques. Jacques n'a pas le choix. Il ne peut que l'emmener chez lui pour la nuit, au moins. Sa femme sera là. Pour éviter qu'ils se retrouvent seuls tous les deux, il attendra le lever du jour pour la ramener à l'école, où sa mère viendra la récupérer. Mais la mère n'est pas venue pour ramener Annie à la maison, mais pour l'inscrire en internat. Elle dit qu'il y a encore ses frères et sœurs à la maison, et qu'elle n'a vraiment plus les moyens de s'occuper d'Annie. En réalité, la mère veut refiler le problème à l'école. Le directeur espère qu'elle pensera davantage à l'enfant. La maladie d'Annie nécessite la présence de sa mère. Mais elle tourne les talons et s'enfuit sans se retourner. De retour à l'école, Annie demande au directeur où est passée sa mère. Le directeur n'a pas le cœur de la faire souffrir, mais les larmes coulent malgré lui. Le soir venu, Annie franchit discrètement la clôture de l'école, marche seule sur une quinzaine de kilomètres dans la nuit, et finit par arriver devant la maison de Jacques. L'épouse la fait entrer après l'avoir vue, mais cette action provoque une forte opposition de Jacques. Il veut qu'Annie retourne immédiatement à l'école, mais sa femme, la trouvant pitoyable, garde Annie à la maison. Elle ne sait pas que cette décision a failli détruire cette famille. Annie montre une prévenance inédite. Elle aide à s'occuper du petit bébé, puis sert le repas au couple. Ils font même la prière avant le repas ensemble. Mais le lendemain matin, elle profite que le couple dort encore, se glisse discrètement dans leur chambre, et emporte le bébé du lit. Elle va d'abord à la cuisine verser un verre d'eau, y ajoute 5 cuillères de lait en poudre, et nourrit l'enfant avec l'habileté d'une mère. C'est alors que l'épouse arrive précipitamment. Elle est un peu en colère, et dit à Annie qu'elle ne peut pas prendre l'enfant sans permission. Puis elle veut récupérer l'enfant. Mais Annie refuse catégoriquement. Bien que l'enfant pleure à chaudes larmes de peur, Annie l'emmène obstinément se cacher dans les toilettes. Elle croit naïvement qu'en obtenant l'enfant, elle pourra remplacer l'épouse et rester auprès de Jacques. Jacques défonce la porte d'un coup de pied. Mais Annie a déjà abandonné l'enfant et s'est échappée par la fenêtre, puis a couru vers les profondeurs de la forêt. À cet instant, le ciel se met à neiger à gros flocons. Elle porte seulement un fin pyjama, et erre partout, jusqu'à la tombée de la nuit. Elle s'effondre d'épuisement et s'endort par terre. Dans son rêve, elle retourne auprès de sa mère, se blottit dans ses bras, sereine et paisible. C'est manifestement ce qu'elle désire le plus au fond de son cœur. Quelques jours plus tard, l'équipe de secours la trouve dans les profondeurs. Malheureusement, elle est restée à jamais dans son rêve. La vie d'Annie fut remplie de tragédie et de désespoir. Dans la tempête de la maladie, elle aspirait à trouver un brin de chaleur et d'espoir. Cependant, ce monde n'a pas su lui donner une réponse suffisante.